Alors, est-ce que pour démarrer, Étienne, est-ce que tu peux te présenter ton parcours? Oui, alors bonjour Tanguy. Je m'appelle Étienne Krieger, je suis prof d'entrepreneuriat à HEC avec un focus de finance entrepreneuriale et j'ai participé à la création, au développement de pas mal de startups. En fait, il y a 30 ans de cela, j'ai lancé un programme qui s'appelle Challenge Plus, qui est un programme d'accompagnement, de formation et d'accompagnement de créateurs d'entreprises innovantes, souvent technologiques. Euh, un grand nombre d'entreprises se sont très bien développées, certaines se sont introduites en bourse, ont été revendues et surtout, la plupart de ces entrepreneurs sont devenus des amis. J'ai même trouvé le parrain de ma fille, la marraine de mon fils et j'ai appris beaucoup et j'apprends toujours beaucoup au contact de ces entrepreneurs. Donc, j'ai évidemment participé en tant que cofondateur, administrateur, membre du comité stratégique à un certain nombre de ces startups. Et chemin faisant, comme je disais, ce focus d'ingénierie financière, j'ai développé toute une collection d'outils de pilotage, d'outils de modélisation financière et d'ingénierie financière. Et comme le montre ce fond d'écran, je suis effectivement un fondu de modélisation sur Excel. Et ce sont des outils qui font gagner du temps en matière de traduction en chiffres de son plan de développement. Mais l'essentiel, c'est évidemment d'aller sur le terrain, d'avoir une vraie proposition de valeur. Et quand on a déjà commencé à vendre et qu'on a un certain nombre de chiffres, à ce moment-là, la mise en forme en est facilitée. Voilà, bon, sinon, j'ai également un certain nombre d'autres casquettes. Je co-dirige une chaire de prospective dans le domaine aérospatial. Je suis le représentant d'HEC au sein du comité d'investissement du Paris Saclay Fund, qui est un fonds de capital risque et de capital d'amorçage. Et, euh, et je me suis aussi lancé dans l'aventure digitale avec la création d'un MOOC avec l'École Polytechnique sur la création et le développement d'une entreprise technologique. Et j'ai participé à la création d'un master online avec toujours ce focus de finance entrepreneuriale. Voilà. Alors, c'est une expérience très riche. Est-ce que, au travers de toutes ces années, si on parle un peu de l'équipe, l'équipe d'une entreprise, je t'ai déjà entendu parler de la composition idéale dans une startup. Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer pourquoi tu penses que c'est la composition idéale que tu as vue au cours de toutes ces années d'expérience? Alors, l'équipe est effectivement quelque chose d'absolument déterminant et quand on interroge nos amis venture capitalistes ou les business angels, c'est le point d'attention le plus important, tout simplement parce que le one-man show ou le one-woman show n'est pas de mise quand il s'agit de créer une startup. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de compétences à maîtriser que pour une entreprise innovante et de croissance, puisque notre propos aujourd'hui est la création et le développement de start-up, une personne seule ne peut pas le faire. Au demeurant, d'ailleurs, si vous créez une entreprise tout seul, vous allez être confronté à des grands moments de solitude. Donc, dans beaucoup de cas, on est face à la nécessité ou à l'opportunité de s'associer avec des personnes complémentaires en termes de compétences et de tempérament, puisqu'il ne s'agit pas évidemment de trouver un clone, ce serait parfaitement ennuyeux et dysfonctionnel. Et donc, on se rend compte que dans l'immense majorité des cas, on a fait une enquête là-dessus avec l'incubateur IMT Starter, celui d'HEC et quelques autres. On avait fait sur un échantillon de 167 entreprises. On avait vu que 75%, dans 75% des cas, les équipes fondatrices étaient constituées de 2 ou 3 personnes. Donc, votre challenge individuellement sera de trouver 1 ou 2 personnes. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est évidemment extrêmement compliqué. C'est pas non plus une armée mexicaine. Donc, dans un cas sur 6, on a plus de 4 fondateurs. Et donc, on est dans un enjeu de trouver des personnes complémentaires en termes de compétences et de tempérament. Évidemment, il faut une sorte de visionnaire qui a une intuition de business. Et puis ensuite, il faut évidemment le concrétiser. Il faut un ingénieur au sens R&D, développement, production
développer toute la partie technique. Il faut un vendeur, un commercial, enfin pour mettre en place, pour créer une pompe à prospects et pour striker des deals. Et il faut quelqu'un qui s'occupe de la partie finance, administration, process. Vous pouvez éventuellement maîtriser une de ces composantes, être le visionnaire, ingénieur ou autre, mais pas tout à la fois, ce qui fait qu'au final, ces quatre fonctions essentielles, le visionnaire, le deal maker, l'ingénieur et le financier, ben, on va se retrouver dans une configuration à deux ou trois personnes. Et donc, ces personnes-là, ben, soit vous connaissez des personnes avec qui vous avez déjà envie de vous associer, vous avez travaillé avec eux. C'est pas nécessairement un ami. La meilleure façon de perdre un ami, c'est de créer une boîte avec lui, parce qu'en fait, là, vous n'allez pas faire que siphonner des mojitos. Il y a plein de moments difficiles, il y a du stress, on travaille beaucoup, et donc il faut vraiment arriver à travailler ensemble dans la durée, affronter des difficultés qui ne sont pas forcément prévues. Et donc, plus souvent, il s'agira d'un collègue de travail, enfin quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. Et si vous n'avez pas la chance de connaître cette personne, il faut commencer à la chercher avec méthode en activant ces réseaux. Et puis, bah, finalement, la meilleure façon de la tester, bah, c'est de commencer à formuler et à mettre en œuvre un plan de développement, parce que c'est au pied du mur qu'on voit le maçon et qu'on va valider si bah, déjà on a plaisir à travailler ensemble et si on y arrive et si ces implications sont vraiment complémentaires. Si vous aviez par exemple un associé qui était un gros feignant, ça sera très très vite extrêmement pénible et vous aurez juste envie de vous en débarrasser. Et donc mieux vaut s'en rendre compte avant même d'avoir réparti le capital de la boîte. Alors, juste avant de parler de la répartition du capital, parce qu'on va y venir, là, tu nous parles de quatre profils qui sont assez distincts. Quand on est, par exemple, jeune entrepreneur, peut-être on sort d'école, peut-être qu'on est encore en école, peut-être qu'on n'a pas encore des profils qui sont aussi, on va dire, déterminés avec le vendeur, le financier. Est-ce que tu penses qu'on a le temps d'apprendre et que ces rôles peuvent émerger avec le temps, ou est-ce qu'en start-up, on va dire, il faut aller tellement vite qu'il faut déjà que ces personnes peut-être aient de l'expérience dans ces rôles, que ces personnes aient déjà une appétence pour se retrouver, on va dire, dans un de ces rôles, ou est-ce qu'il vaut mieux trouver quelqu'un avec de l'expérience? Alors, l'expérience, on peut la trouver, par exemple, en faisant partie d'un incubateur, et celui de l'IMT est juste exceptionnel. On peut le trouver en constituant un comité stratégique. Et là encore, une des spécificités de l'incubateur de l'IMT, c'est de mettre à disposition des sortes de comités stratégiques ad hoc. Mais effectivement, il y a un certain nombre de startups, un nombre croissant de startups qui sont créées par des étudiants très jeunes, qui sont parfois même en cours de scolarité et qui, ne sachant pas que telle ou telle chose est impossible, arrivent à le faire et apprennent en marchant, en étant évidemment comme, dans des dispositifs pédagogiques où ils font jouer leur réseau. Donc la question de l'identification de compétences complémentaires, elle se trouve chemin faisant. Donc, au point de départ, on a toujours une idée, une opportunité de business qu'il faut tester, qu'il faut confronter avec le terrain et éviter, par exemple, comme le font certains ingénieurs, d'essayer de développer une cathédrale technologique et de s'enquérir un peu tard de clients ou d'un business développeur miracle qui va essayer de vendre ça. Ça ne marche pas toujours. Donc, bon, au début, on touche à un certain nombre de problématiques de développement d'une offre et de commercialisation d'une offre. Donc, tu as raison, Tanguy. Il y a des ingénieurs qui sont des vendeurs nés, des commerciaux nés et qui adorent ça et qui sont légitimes à la fois dans la partie technico-commerciale et dans la partie commerciale. Par contre, c'est des rôles qu'il faut jouer. Donc, souvent, il est opportun dans du B2B d'être deux pour le faire, mais il y a des compétences qui peuvent émerger chemin faisant. Au final,
final, il s'agit quand même de fonctionnaliser l'entreprise. Au début, on va dire que c'est un amas de cellules, mais il s'agit quand même de développer ce pôle technique, rassembler une équipe, l'animer, etc., ce pôle marketing et commercial et ce pôle finance-gestion. Donc, c'est simplement une question de complexité et de quantité de travail qui va faire qu'on va se répartir les tâches. Et il y en a un qui va être le CEO avec une sensibilité particulière et qui va devoir faire la synthèse de tout. Enfin, c'est quand même un des plus difficiles jobs du monde, Chief Executive Officer, donc c'est savoir impulser une stratégie et la mettre en œuvre. Mais évidemment, il faut avoir des gens exceptionnels aussi sur le pôle technique, sur le pôle commercial et sur le pôle financier. Donc finalement, le challenge, c'est que si on veut devenir champion du monde, il faut avoir des joueurs exceptionnels, mais ce n'est pas avec les meilleurs joueurs du monde qu'on fait nécessairement la meilleure équipe de foot du monde. Je m'arrête là parce que je ne suis pas un spécialiste absolu de foot, mais donc il y a bien cette dimension de chimie ou d'alchimie même des compétences qui fait que ce n'est pas simplement une question de qualité technique. Ça, à la limite, ça peut se monitorer, mais c'est aussi une question de fit, de capacité à délivrer ensemble, un peu comme dans un groupe de jazz ou un groupe de rock, où voilà, on a des gens qui sont excellents dans leurs différents instruments et il y a un leader naturel qui émerge et qui est considéré comme le leader à condition de traiter les autres comme ses égaux. Et c'est ça, finalement, l'essence du leadership. Et c'est ce qui fait que voilà, il y a des équipes qui vont délivrer, qui vont exécuter, parce que c'est effectivement parce qu'on retrouve cette complémentarité. Et c'est ça que les investisseurs vont rechercher, si tant est que votre entreprise ait besoin d'être financée, parce qu'on voit aussi un certain nombre de boîtes qui se développent, et on en a vu à l'incubateur, en pur autofinancement, et qui croissent et qui crachent du cash, et dont les entrepreneurs s'éclatent, et ça peut être dans des domaines assez capitalistiques comme le logiciel. Voilà. Mais au départ, cette alchimie des compétences est nécessaire, et il y a des gens qui vont se trouver un talent, même s'ils ont un background scientifique et technique, vont se trouver un talent dans le commercial. Et je connais des boîtes technologiques où le dirigeant est clairement le principal, le meilleur vendeur de sa boîte. Revenons donc à ce sujet de la répartition du capital, parce que c'est parfaitement lié. Quand on a cette alchimie, quand on a différentes personnes qui sont traitées comme des égaux, on voit souvent les startups répartir leur capital. Par exemple, si c'est 4 personnes, on fait 4 fois 25%, par exemple. Est-ce qu'il y a une façon plus logique, peut-être plus saine de répartir son capital, premièrement? Et est-ce qu'on peut faire en sorte de se prémunir d'évolution dans le temps? Peut-être qu'un associé trouve mieux sa place en tant que CEO, peut-être que voilà, les rôles évoluent et glissent dans le temps. Comment est-ce qu'on fait quand on démarre? Wow. Alors ça, c'est évidemment un enjeu extrêmement important, puisque derrière ça, il y a des enjeux de motivation. Ce n'est pas simplement une question patrimoniale de dire qu'on va se répartir des plus-values ou des dividendes futurs. Donc je précise que la très grande majorité des entreprises qu'on accompagne à l'incubateur sont créées avec un petit capital social de départ de 2 000 ou de 5 000 euros, ce qui permet parfois à l'entreprise de développer, de s'autofinancer. Il y a quelques jours, j'ai organisé une conférence avec une entreprise superbe qui s'appelle UserCube, qui fait de la gestion des identités. Il y a eu 3 fondateurs qui ont créé avec un capital de 5 500 euros, et l'entreprise s'est développée, fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, s'est développée en pur autofinancement. Donc l'enjeu, c'est déjà effectivement de qui va être à bord, qui est dedans ou dehors. Donc il y a déjà cette forme de cooptation. Ça veut déjà dire aussi que le capital doit essentiellement être donné à des personnes qui vont s'impliquer à plein temps. Vous pouvez éventuellement en donner à des advisors, à des gens extérieurs, mais du capital de départ, avec des actions dont la valeur nominale ne sera pas très, très élevée, c'est un cadeau énorme. Donc, il faut essentiellement le donner à des gens qui sont ultra motivés et qui prennent le risque, effectivement, par exemple, de ne pas se payer jusqu'à ce que l'entreprise puisse être autofinancée ou lève des financements. Donc, pour donner un ordre de grandeur, et on retrouve cet ordre de grandeur sous la plume de Jean-Baptiste Rudel, le cofondateur de Criteo, qui a créé un think tank qui s'appelle The Galleon Project. Il considère qu'il faut donner 85% du capital à des gens full-time, et donc simplement 15% au max à des extérieurs, et 5% individuellement à un advisor, ce qui serait déjà énorme. À partir de là, effectivement, Tanguy, tu prends l'exemple on est 4 personnes, on répartit le capital en 4 parts égales de 25%.
c'est possible, ce n'est pas un deal breaker, mais ça pose la question de l'implication à terme, ça pose la question d'une sorte de prime d'enquiquinement de la fonction CEO. Donc, en règle générale, vu de l'extérieur, certains investisseurs préféreront qu'il y ait une petite prime pour le CEO. Et quand on a fait cette enquête, cette fameuse enquête sur 167 entreprises, on s'est rendu compte que lorsque c'était des configurations à 2 associés, on était à 60-40. Mais avec un écart type important qui fait que ça pourrait très bien être du 70-30 ou autre. Mais donc voilà, l'ordre de grandeur, c'est ça. Et quand on est dans des configurations à 3 ou à 4 personnes, le plus petit associé a généralement quand même plus de 10% du capital. Donc 10% du capital, si c'est une boîte comme Facebook ou e-commerce, on va dire certaines pépites de sortie d'IMT Starter, 10% du capital d'une entreprise qui au global va valoir peut-être des dizaines ou des centaines de millions d'euros, même si ces 10% sont dilués, c'est gigantesque. Donc il faut déjà faire preuve de discernement. Est-ce que la personne est dedans? Est-ce qu'elle est dehors? Qu'est-ce qui se passe quand elle sort? Puisque tu poses la question, Tanguy, de qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un part? Ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table. Donc ça veut dire qu'au début, il faut discuter. Il faut effectivement que quelqu'un lance cette discussion. C'est probablement le CEO qui a cette sorte d'autorité naturelle pour lancer la discussion. Et s'il y a des gens qui vont considérer, des associés qui vont considérer qu'on ne les traite pas bien ou que la répartition du capital est inéquitable, ben, il vaut mieux qu'ils ne participent pas à cette aventure. Ce que je dis souvent, il ne faut pas mettre la poussière sous le tapis parce que s'il y a un certain nombre de ressentiments qui s'accumulent, bah, cette poussière va ressortir dans 3 ans chargée d'acariens. Donc, il y aura énormément Donc, il faut que les gens soient motivés. Et effectivement, si vous voulez le faire, si vous êtes 3, faites-le à un tiers, un tiers, un tiers. C'est possible. Le 50-50 est quelque chose de potentiellement problématique parce que ça, je l'ai vu une fois avec deux entrepreneurs qui, à un moment donné, l'un d'entre eux a disparu. Enfin, et là, vous ne contrôlez plus rien. Mais donc, en fait, il faut mettre sur la table un certain nombre de points essentiels, éventuellement donner un pouillème de pourcent à quelqu'un qui pourrait jouer le rôle d'arbitre. Mais quand on en revient déjà à devoir arbitrer et à dire, mais avec un tel, j'aurai 51% et donc je pourrais prendre des décisions ordinaires, ou j'aurai 68 ou 67, je pourrais prendre des décisions extraordinaires, on ne crée pas une entreprise pour se battre en interne contre ses associés. Donc, il faut déjà valider et il faut arriver à nourrir cet affectio societatis au fil du temps en revisitant le business plan, en faisant des kick-offs et en nourrissant cette vision commune, cette passion commune pour construire une entreprise finalement qui va dépasser les fondateurs eux-mêmes. Est-ce que, par exemple, on peut, si on démarre à 4 fois 25%, par exemple, est-ce que tu penses que ça peut être une idée et est-ce qu'il y a un mécanisme pour dire on démarre comme ça et si par exemple, quelqu'un n'est plus là dans 2 ans parce qu'il ne veut plus faire partie de l'aventure, il cède ses parts aux autres ou les autres se voient attribuer des actions ou des stock options en plus pour rééquilibrer les choses et tenir compte de l'évolution de la participation des uns et des autres. Oui, tu as parfaitement raison, Tanguy. S'il y a peut-être un point effectivement à traiter et ne pas surtout considérer ça comme un tabou, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si un des cofondateurs quitte l'entreprise. Et ça peut se résumer à la limite en un paragraphe, un email qu'on s'envoie, c'est même pas un contrat. Enfin, un email qu'on s'envoie où quelqu'un dit OK, c'est un contrat dans l'absolu. Et si jamais moi je pars et que je dis après non mais j'ai rien signé, allez vous faire voir. Je pense que toi et les autres associés, Tanguy, vous allez me faire la fête au fond d'un parking. Et donc l'exemple que tu évoques, il est très simple. Imaginons que pour tout un tas de raisons, parce que ça décolle pas assez, parce que je trouve mieux ailleurs, etc., on crée une entreprise ensemble à 4 fois 25%, puisque cette option te convient, et que moi je parte effectivement au bout de 2 ans, comme tu le dis. Ben, le deal qu'on peut dire, le deal qu'on aurait pu se fixer au début, c'est de dire chacun s'implique full-time au moins pendant 5 ans. Si quelqu'un d'entre nous part, enfin, on va dire chaque année, il conserve en fait 1/5 de ses parts. S'il part au bout de 2 ans, qui est ton exemple, eh ben, en fait, je ne peux garder
que 2/5 de mes parts. Et donc, je garde 10%, mais je recède les autres 15% à la valeur nominale, à la valeur initiale. Donc, si on avait créé une entreprise avec un capital de 4 000 euros, en fait, moi, j'ai apporté 1 000 euros, eh ben, je vous revendrai mon pourcentage, mes 15%, à leur valeur initiale et au prorata des autres fondateurs. C'est très simple, c'est très clair et c'est un acte, c'est une session entre fondateurs, même si l'entreprise s'est très bien développée parce que je pars, je ne peux pas garder toutes mes parts. Voilà. C'est un exemple de répartition qui se comprend, qui s'écrit en bon français et qui a été validé par un ami qui est un prof de développement international de droit des entreprises au CNAM. Et il faut absolument adresser cette question que les investisseurs vont aussi adresser avec des clauses dites de bad liver ou de good liver. Mais si vous quittez l'entreprise, vous ne pouvez pas, alors que les autres vont évidemment continuer à se défoncer pour développer la boîte, vous ne pouvez pas garder la totalité de vos actions. Et dans certains cas, vous êtes même obligé de la céder en compagnie, en totalité. Et dans ce cas-là, ça veut dire que qui perd, qui quitte la partie, la perd. Donc ça veut dire que c'est une grosse motivation à travailler ensemble et à développer l'entreprise. Et si on quitte l'aventure en chemin, on doit céder une grande partie de ses actions, voire la totalité de ses actions. Donc, ce que tu nous dis, là, c'est que vraiment le point central, c'est la communication, le fait de formaliser ces choses-là, anticiper le pire des cas. Au début, on s'aime, on n'imagine jamais se séparer, mais il faut prévoir ces cas-là. Est-ce que, au-delà de ne pas faire ça, est-ce que tu vois des erreurs communes que commettent les startups, des choses, des erreurs qu'elles font, qu'elles auraient pu éviter et qui leur auraient économisé beaucoup de problèmes par la suite? Alors, l'essentiel des règles du jeu d'une entreprise se trouve dans les statuts. Et donc, effectivement, quand vous créez une SAS, une société par action simplifiée, on peut sophistiquer les statuts, on peut formaliser un certain nombre de règles. Éventuellement, s'il y a des règles qu'on ne veut pas opposer à tous les tiers, on peut faire un pacte d'actionnaires. Donc, il ne faut pas bricoler sur le juridique, mais comme tu le dis, Tanguy, la communication est absolument essentielle. Il m'est arrivé de participer à des entreprises qui ont levé beaucoup d'argent et ont signé des pactes d'actionnaires épais comme des annuaires téléphoniques. Et en fait, ça n'a pas réglé un certain nombre de problèmes qui sont survenus. Et quand ces problèmes surviennent, il faut là encore effectivement se mettre autour d'une table et en discuter quand on est entre gens de bonne composition. Donc il y a un certain nombre de choses qu'il faut vraiment valider, c'est la maturité des gens, la capacité à travailler ensemble. Puis ensuite, si jamais effectivement les choses se passent très bien, il faut arriver effectivement à trouver un compromis. Mais donc dans les erreurs à ne pas commettre, c'est effectivement y aller franco, télécharger des statuts trouvés gratuitement sur Internet. Je pourrais citer quelques exemples comme ça de gens qui parce qu'il fallait par exemple prendre une licence d'agence de voyage spécialisée, ont bricolé ça, ont réparti le capital en un tiers, et le web designer qui devait intervenir, qui n'est jamais rentré dans l'entreprise, a juste développé une sorte de site plaquette, et il avait un tiers du capital, et le rachat de ses parts à cet associé qui n'était pas full-time a coûté une petite fortune aux deux autres fondateurs. Donc Tanguy, c'est de la communication, du test, c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, c'est de travailler ensemble, et s'il faut ensuite réaligner les choses, se feront, donc de ne pas se précipiter pour tout de suite signer quelque chose, parce que sinon vous allez effectivement faire vivre des contentieux futurs, et voir si pendant quelques mois de maturation, et de ce point de vue-là, des dispositifs de pré-incubation, voire d'incubation, permettent de révéler un certain nombre de choses, et à ce moment-là, on peut toujours rééquilibrer. Si c'est quelques années plus tard, effectivement,
si quelqu'un arrête complètement de s'impliquer mais reste dans la boîte, là, ça devient un peu plus compliqué. Mais moi, je suis un optimiste forcené. Je pense qu'avec avec de la discussion, on y arrive toujours. Mais si jamais on arrive à ce moment-là, si on se retrouve confronté à un associé toxique, ben, vaut mieux être majoritaire. Et il y a effectivement un certain nombre de dispositifs qui permettent ensuite de diluer quelqu'un, mais si on les actionne, on se tire aussi dans le pied soi-même. Donc j'ai quelques exemples qui sont un peu trop techniques, qui pourraient être cités, mais où on peut effectivement faire des sortes de circonvolutions, mais ça peut être des victoires à la Pyrrhus. Encore une fois, la clé, c'est le discernement, c'est pas se tromper. Tanguy, tu prenais plus ou moins la métaphore du mariage. C'est vrai qu'on pense pas toujours à la séparation, mais et donc la meilleure façon, c'est de valider déjà les objectifs, les moyens, les rôles de chacun, et nourrir la communication pour éviter que les ressentiments classiques entre les fonctions techniques, les fonctions commerciales ou autres, voilà, et donc créer du lien régulièrement pour ajuster la vision à la réalité du développement de l'entreprise. Et si l'entreprise se développe bien et vite, voilà, on change de métier finalement tous les 6 mois, on apprend énormément et on a plaisir à grandir. Mais si ça ne décolle pas, c'est là que effectivement ça peut se raidir et qu'il faut effectivement parfois prendre des décisions douloureuses. Alors peut-être pour terminer, là on a beaucoup parlé des fondateurs quand on crée la société. Alors, est-ce qu'il existe des outils pour intéresser les futurs collaborateurs au capital de la société? Et est-ce que, à ton avis, c'est une bonne pratique? On entend souvent parler aux États-Unis avec les stock options. Est-ce que c'est quelque chose voilà, que l'on fait beaucoup en France? Est-ce que c'est une bonne idée? Comment est-ce que l'on fait pour vraiment fidéliser un super commercial, par exemple, qui arrive 2 ans après la création d'une entreprise? Comment est-ce que l'on prépare ça? Comment est-ce qu'on s'y prend? Oui, alors là encore, sujet absolument essentiel. Aux États-Unis, on a cette culture quasi systématique de stock options avec des barèmes qui existent. Et effectivement, des stock options, c'est des options d'action qu'un salarié, au bout d'un certain temps, voilà, par exemple au bout de 4 ans, peut souscrire au prorata de sa durée dans l'entreprise. Donc c'est pour l'inciter effectivement à rester et à développer l'entreprise. Et ces options d'action auront de la valeur si la valeur de l'entreprise augmente. Donc en fait, il est un peu mis sur un même pied que des investisseurs en termes de souscription d'options, et il ne lèvera ces options que si l'entreprise est par exemple revendue ou cotée en bourse, et certains salariés peuvent devenir millionnaires. Par exemple, dans le cas de WhatsApp, qui est une entreprise assez cultissime, quand l'entreprise a été rachetée par Facebook pour 19 milliards de dollars, il n'y avait que 50 salariés. Tous les salariés sont devenus multimillionnaires et évidemment, les fondateurs sont devenus multimilliardaires. Donc, ce mécanisme d'option, comme tu le soulignes, Tanguy, ça commence à devenir plus systématique en France. Quelqu'un comme Jean-Baptiste Rudel, dont j'ai déjà parlé, est un fervent défenseur de l'intéressement de tout le monde aux résultats de l'entreprise, alors qu'il y a un certain nombre de dirigeants qui seront peut-être encore un peu old school, qui considèrent que le capital, ça doit aller principalement aux fondateurs et aux investisseurs. Je pense que dans des startups où il faut vraiment attirer des talents, où à un moment donné, quand la boîte décolle, le dirigeant passe une part très importante de son temps à attirer des talents, à les coopter, à leur raconter sa vision de l'entreprise, évidemment, on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Et donc, ce n'est pas juste un salaire. Et effectivement, il faut rajouter des stock options. Alors, pour donner des ordres de grandeur, effectivement, un plan de stock options, j'avais analysé ça pour PriceManister, une belle entreprise qui a été rachetée par Rakuten. Au final, quand l'entreprise a été revendue, le plan de stock option, tous les plans de stock option représentaient à peu près 6% du capital de l'entreprise, alors que les différents fondateurs se retrouvaient dilués après plusieurs opérations de fusion, augmentation de capital, etc., se retrouvaient au total à moins de 25%. Donc, ça veut dire que le plan de stock option va
va représenter moins que ce que les fondateurs ont. Donc les fondateurs, au final, même en étant très très dilués, vont avoir un gros paquet parce qu'ils ont pris un risque maximal. Mais ces options-là, ce plan de stock option n'est pas de l'homéopathie pour autant. Si l'entreprise est valorisée plusieurs millions, plusieurs dizaines de millions d'euros, ça représente un gros élément de motivation. Et si effectivement c'est une licorne, comme ça a été le cas de WhatsApp ou d'autres, bah, c'est open bar. Et donc il y a des ABAC, des ordres de grandeur d'attribution de stock options et évidemment plus les salariés rentrent tôt dans l'entreprise, plus le nombre d'options qu'ils peuvent avoir au début, puisqu'ils prennent aussi un risque, pas le même que les fondateurs, mais c'est plus ces options sont importantes. Et là aussi la chronique des startups fourmille d'exemples de personnes de profil, par exemple assistants ou assistantes qui, quand l'entreprise s'est introduite en bourse, sont devenus multimillionnaires en amenant à leur banque un papier en disant bon voilà j'ai droit à quoi avec ça, ben ouais, à quelques millions d'euros. Bon. Donc on est toujours dans des enjeux de répartition de ces options, mais là il y a des grilles de répartition et c'est un peu plus standard, c'est un peu plus classique. Et la philosophie d'associer ou non telle ou telle personne au résultat commence à se développer aussi en France où pour des startups technologiques, l'octroi de stock options devient de plus en plus systématique. Merci beaucoup, Étienne. C'était vraiment une super discussion. Je pense que ce sera très utile pour beaucoup de nos start-upers. Merci beaucoup pour ton temps. Merci infiniment. Bonne chance.